Salut la compagnie, j'ai rendez-vous avec Joséphine à Khao San Road. Normalement, on va aller dans un temple voir un moine et on va lui poser des questions sur le bonheur, la vie, le stress, l'anxiété, en fait sa version du bonheur version bouddhisme. Mais pour y aller, on va prendre un tuk-tuk et on va participer. Vous allez participer à la négociation parce que là, je crois que j'ai trouvé une pépite. How much ça for Khao San? Attention, je vous donne le vrai prix, c'est 150 bahts, à peu près 120, 120, 150. Regarde le tarot. Hein. How much for Khao San? 800. You say 800. Eh ouais, parce que le mec, il me propose 700. Ça va 5 fois le prix. Donc moi, pour m'amuser, je lui dis 800. Le mec est bien fou. Ok, ok. Ok. 200, ok. Ok. Tu savais, hein? Ok. Attendable. Same Thailand boss. Lui, il bouge pas, il a éteint le moteur et tout. Hein. Same Thailand boss. Ok, safe, hein, you drive safely. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu prends des anciens, c'est tranquille. Mais attention, c'est des barres de fer de premier ordre. Les jeunes, tu peux un peu les chauffer, ils ont besoin d'huile, ils n'ont pas de temps à perdre. Mais les anciens... Dans la religion bouddhiste, en fait, les hommes doivent devenir bons au moins une fois dans leur vie. Et il y en a certains qui choisissent de faire ça ici, ce qui est un grand honneur d'ailleurs. Donc ils sont rasés tous les cheveux par la famille, c'est une grande célébration. Ils envoient en fait leur fils à devenir bons pendant la durée qu'ils veulent, en fait une semaine ou plus. Et donc ils habitent avec les autres bons. Et ils vont prendre les offrandes le matin à 5 h du mat et tout ça. Donc Et ils ont quel âge en général, les jeunes garçons? Ça dépend. C'est pas. Il y en a qui sont très très jeunes, il y en a qui c'est beaucoup plus après le lycée. Il y en a c'est avant de se marier, il y en a c'est après la mort de quelqu'un. Ça dépend vraiment de ce que eux veulent et ce que la famille veut en fait. Ok. Et c'était le lieu d'exil pour Rama IV après que son père se soit fait assassiner. Il a dû partir s'exiler en tant que moine ici. Et c'est là où il a vraiment amélioré en fait le bouddhisme pour ce qu'il est aujourd'hui en Asie du Sud-Est en fait. Avant, le Laos, la Thaïlande et tout ça, c'était des royaumes. Et chaque royaume avait plusieurs principautés. Et chacun avait un peu leur version du bouddhisme, avait aussi leur propre langue. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passait. Et en fait, Rama IV, lui, il a réussi à comprendre donc les leçons du bouddhisme qui existaient en fait en Asie du Sud-Est. Et il a réussi aussi à prendre donc la langue d'origine, je crois qu'il était le sanskrit, et la transformer pour que ce soit une langue commune et d'imprimer en fait les premières leçons bouddhistes en fait pour le reste de l'Asie du Sud-Est, donc le Laos, le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande. Chaque Bouddha là? Ouais, donc chaque Bouddha, ils ont une position de main différente. Aussi, s'ils sont assis, allongés, ça a une signification différente en fait. Et chaque personne, d'après leur jour, leur mois et leur date de naissance, l'heure à laquelle ils sont nés, chacun de nous, en fait, on a un Bouddha qui peut nous protéger plus ou moins. Donc, quand on est proche du Bouddha, en fait, il faut pas montrer des pieds. En fait, les pieds, c'est la partie du corps la moins sacrée. Donc, jamais montrer les pieds ou mettre les pieds près d'un Bouddha ou d'un bonze, c'est interdit. Même d'utiliser ses pieds sur une personne qu'on connaît pas ou quoi que ce soit, interdit aussi. Enfin, interdit. Vous n'allez pas aller en prison, mais c'est
ça va être très très mal vu. Ah, donc même les donations, tu les fais avec le QR code. Voilà, exactement. C'est un délire. Ils ont même un système de e-donation, comme ça te déduit direct en fait des taxes quand tu fais les impôts. Parce que je sais qu'ils ont une signification hyper importante. Bah, en fait, les arbres, dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, la plupart des gens sont pas que bouddhistes, ils sont bouddhistes animistes. Donc animiste, en fait, ça vient de... On croit aux esprits, à la présence des esprits, surtout dans la nature. Et donc, par exemple, des grands arbres comme ça, on va avoir toute une routine autour d'eux. Si vous allez à Bangkok, par exemple, vous allez voir des arbres immenses qui ont des sortes de foulards autour. Il y a des dons autour aussi, des fleurs qui ont été mis. Et en fait, c'est parce qu'on considère que ces arbres sont sacrés et ont beaucoup d'esprit. Là, on fait des offrandes aussi pour être sûr que les esprits sont apaisés, sont bien nourris, sont heureux dans l'endroit où ils habitent. Donc là, c'est là où ils mangent. Donc là, on explique avec Joséphine, on va essayer de trouver un moine qui vient se prêter au jeu de questions-réponses. Hein, et on va lui poser quelques questions sur la vie, la mort, l'amour, le bonheur, toutes ces choses-là un peu existentielles. Hein? Voilà, ouais. Et puis surtout c'est un concept assez unique. Ceux qui meurent, on ne peut pas pleurer, sinon on garde leur âme ici. La plupart du temps, c'est une grosse célébration quand quelqu'un meurt. On invite tout le monde à venir manger, à venir boire, on joue aux cartes, on parle de cette personne, de l'impact qu'il a eu sur nous, des histoires drôles. Parce qu'on ne veut pas pleurer. Pour le libérer complètement, voilà, pas de tristesse, pas de pleurs. Serein, qu'il puisse partir en paix en fait. D'accord. Donc là c'est là où les bons viennent manger, après les offrandes. Ok. Être un bonze, pour lui, ce n'est pas être quelqu'un qui fait forcément partie d'une religion, c'est en fait être quelqu'un de bien à l'intérieur, de bien avec lui-même, de commencer à se connaître plus et à avoir plus de connexion et de compréhension spirituelle en fait, plus qu'autre chose. Donc il a dit tout le monde peut devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui se connaît soi-même, qui connaît sa place dans l'univers en fait et qui peut aussi se détacher en fait des liens et des désirs matériaux et sensuels et quoi que ce soit d'autre. Voilà. Le principe du bouddhisme en balinois, ça veut dire des enseignements. Comment s'éveiller en fait, à devenir plus connecté en fait à soi-même et à la spiritualité. C'est en fait d'apprendre ces enseignements pour se connaître soi-même, pour savoir comment réguler ses émotions, pour savoir comment est-ce qu'on va interagir avec des gens, comment toujours être respectueux envers les autres. En fait, c'est pour vraiment diminuer le stress, que ce soit la maladie, que ce soit toutes ces choses qui nous affectent négativement et qui nous séparent en fait de pouvoir nous connaître nous-mêmes au plus profond. Quelle est la définition en fait du bonheur selon le bouddhisme du coup? La définition du bonheur dans l'occidental, c'est vraiment différent. C'est toujours une poursuite en fait pour le bonheur. Et il dit qu'avec cette poursuite, on ne sera jamais vraiment heureux parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, par exemple on voulait une nouvelle voiture, on l'a, après il y a une nouvelle voiture qui sort encore, on est toujours en poursuite de quelque chose d'autre, de ce bonheur qui est toujours... qui s'échappe en fait à chaque fois qu'on l'approche. Alors que pour le bouddhisme, donc il y a tout ce qui est facile et tout ce qui est difficile nous apprend en fait à la fin d'être plus tolérant, de comprendre au lieu de chasser quelque chose, de plus améliorer en fait nos propres aptitudes et aussi la façon dont on pense pour
chercher des choses qui sont dans notre intérêt, qui sont dans l'intérêt de ceux autour de nous, mais plus dans le sens intellectuel et spirituel que matériel. Et donc ça, c'est le bonheur, de pouvoir avoir un impact aussi sur la communauté autour de nous, de changer une situation qui n'est pas bien en quelque chose de mieux. C'est ça en fait qui est vraiment le bonheur, c'est d'avoir juste assez, de ne pas avoir besoin de toujours plus, de poursuivre plus, mais d'être, de penser et d'agir juste assez. Okay. Moi, j'ai une définition de la sagesse, c'est justement prendre de la distance par rapport à l'ego. Est-ce qu'il peut nous parler de ça un petit peu? คำถามต่อไปนะคะก็คือเรื่อง wisdom นะคะความspirituality ที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็ la sagesse c'est pas vraiment une histoire d'ego. La sagesse c'est plutôt comprendre les choses comme elles le sont, pas de se mettre à l'intérieur ou d'avoir sa propre opinion de ce que les choses sont. C'est un fait et d'accepter toutes ces choses avec ce fait-là. C'est ce que c'est la sagesse. Pour l'ego, en fait, ça n'existe pas dans le bouddhisme parce que chaque personne a son identité grâce à une autre personne. Il y a toujours une histoire de relation, de relativité avec d'autres personnes. Donc, par exemple, un père doit avoir un fils pour être appelé père. Un mari doit avoir une femme ou un autre mari pour avoir ce titre-là, en fait. Donc, à chaque fois dans le bouddhisme, on est toujours qui on est en relation des autres, avec la compagnie des autres. Il nous disait aussi, c'était par rapport une très très belle métaphore par rapport à l'arbre. On sait que l'arbre nous donne de l'oxygène, qui nous permet de respirer, de vivre bien sur Terre. Si on le coupe, on n'en a plus. Est-ce que c'est un problème pour l'arbre? Non, mais ça devient un problème pour nous. Donc en fait, toutes les choses sont une extension sont reliées en fait les unes aux autres et chacune a un impact sur nous. Donc comment est-ce que nous on va se placer et comment est-ce qu'on va agir ou avoir comme acte envers ces autres-là pour avoir une meilleure balance en fait, un meilleur équilibre. C'est ça aussi la sagesse en fait. Okay. Dernière question. Quel conseil il pourrait donner aux occidentaux qui sont pris dans la vie active, dans la spirale un peu infernale de la vie active? S'il y avait quelques petits conseils à nous donner, on serait preneur quoi. Comprendre qui on est, nos capacités, ce qu'on peut et ce qu'on veut faire dans la vie en fait, au lieu d'être toujours distrait par tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'en ce moment dans la société, avec que ce soit les publicités, que ce soit les réseaux sociaux, nos amis, tout ça, il y a toujours des distractions qui nous distraient du but où on veut aller et aussi de nous connaître nous-mêmes. Donc beaucoup de gens, parce ils voient leurs amis peut-être ou des influenceurs sur les réseaux sociaux faire A ou B, ils essaient de faire ça alors que ça ne leur convient pas. C'est pas du tout qui ils sont, mais ils le font juste parce qu'ils pensent que la société va les accepter et parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui va leur donner du bonheur. Et donc ils chassent ce bonheur très rapide en fait. Ils sont un peu prisonniers des retours immédiats. Baisser ce stress, c'est de connaître son but, de savoir notre chemin en fait, d'avoir l'attention et l'intention de le compléter et la bonne attitude. Super, merci hein. Thank you very much. ขอบคุณครับขอบคุณครับมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ใช้เวลานะคะแล้วก็ขอรบกวนขอโทษด้วยนะคะถ้าแบบใช้เวลานานสำหรับที่รบกวนนะคะ Donc en fait, c'était qui lui? Tu peux nous dire? C'est le head abbot. Donc le head abbot, c'est celui qui dirige le temple entier et tous les bons ici. Voilà. Lucky alors. Très lucky. Et juste pour la petite histoire, c'est qu'en fait, Joséphine était partie pour essayer de le trouver et elle revient, elle me dit il n'est pas là, il n'est pas disponible, il n'est pas là. Elle me dit viens, on va quand même voir sa maison, elle est super belle, il y a plein de livres, etc. Et dès qu'on arrive, il sort de la maison. Le dessin. Hein? Ouais, c'est assez cool comme histoire de le revoir. C'est lui, en fait, c'est grâce à eux que je connais ce temple et qui m'ont donné vraiment l'amour de l'histoire thaï et du temple de Wat Bowan et de plus en plus de comprendre le bouddhisme. En fait. Ah oui, comment il s'appelle celui-là? Wat Bowan. Wat Bowan Iwet. C'est le temple Wat Bowan. Voilà. Ok. Wat Bowan. En fait, c'est quoi? C'est une sorte de sommité qu'on a eu la chance de... C'est vraiment, enfin, comme je dis, c'est le head abbot. Je sais pas comment dire en français. C'est en fait le leader de ce temple et de tous les bons de ce temple en fait. Combien il y a de bons, on sait? Ah ça je vais pas demander. Pas grave. Je sais pas du tout, mais ils ont même une école et tout ça, donc et c'est quelqu'un d'assez important. C'est lui qui fait tous les entretiens, qui fait les interviews aussi pour ce temple, pour le bouddhisme. Et en fait la première fois, c'est
une des premières années en fait que j'étais en Thaïlande. Et là, je repars et je le revois avant de partir. C'était un peu ouf, ça me donne la chair de poule un peu là. Ouais, donc là en fait l'arbre il allait tomber. En fait, l'arbre est en train de tomber, l'arbre est en train de sortir sur le trottoir, mais au lieu de le couper, ils ont mis donc un système de poutres pour pas qu'il soit dangereux pour les autres, mais aussi pour pas le couper. Ok. Donc très respectueux de la nature.